Bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin, bienvenue pour cette conférence des Vendanges du Savoir. Donc c'est la première de la saison 2023-2024. Donc la Cité du Vin est ravie d'accueillir cette conférence des Vendanges du Savoir. Les Vendanges du Savoir, comme vous le savez peut-être, c'est une action culturelle qui est initiée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, en partenariat avec l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne, que nous accueillons à la Cité du Vin, mais qui aussi a d'autres activités en dehors de la Cité du Vin. Donc merci d'être présent pour cette conférence. Mais merci aussi à Monsieur Didier Merdinoglu d'être parmi nous ce soir pour cette conférence que nous avions reportée, qui était prévue en mars de l'année dernière à cause des grèves. On l'avait reportée, donc on est content qu'elle puisse avoir lieu aujourd'hui. Installez-vous. Donc un petit mot avant de laisser la parole à Alain Blanchard, donc, qui est membre du comité de pilotage des Vendanges du Savoir. Juste un petit mot pour vous dire qu'à l'issue de la conférence qui dure environ 1 heure, vous pourrez poser des questions en salle. On fera circuler notre micro-ballon pour ceux qui le connaissent, que vous lancerez. Et puis pour les personnes qui sont en ligne sur Zoom, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas. On retransmettra les questions à Monsieur Merdinoglu, donc n'hésitez pas aussi à participer. Voilà, donc je voulais juste aussi signaler que les Vendanges du Savoir, tout ce cycle de conférences est soutenu par la société Baron Philippe de Rothschild et la Fondation Bordeaux Université. Voilà, leur mécène, et que cette conférence est retransmise, comme toutes les conférences de la Cité du Vin, est retransmise en ligne sur le site. Alors vous pouvez la revisionner sur le site de la Cité du Vin et sur le site de l'ISVV. Voilà, donc n'hésitez pas. Je te laisse la parole. Merci Mélanie. Donc bonsoir à tous, je suis Alain Blanchard et je participe avec d'autres collègues à ce comité de pilotage là, des Vendanges du Savoir. Ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir un collègue qu'on connaît très bien, qu'on croise dans beaucoup de congrès de spécialistes, Didier Merdinoglu, qui est en fait un chercheur. Alors comme c'est indiqué ici, il exerce en fait son activité à l'INRAE, on dit l'INRAE maintenant depuis quelque temps et non pas l'INRA, à Colmar. Et pour moi et pour nos collègues, en fait, c'est le grand spécialiste de la génétique de la vigne, qui a joué un rôle déterminant dans des programmes nationaux de sélection de nouveaux cépages, comme il va nous en parler, bien sûr. Didier, en fait, a une formation d'ingénieur auprès de l'École nationale d'ingénieurs d'agronomie et d'industrie alimentaire de Nancy. Et puis, en fait, tu as continué ton parcours et tu as obtenu une thèse à l'Université de Paris. Alors, j'ai bien aimé le titre de la thèse, c'était sur la génétique des betteraves sucrières. C'est aussi un thème qui nous intéresse beaucoup parce que ça intéresse l'agriculture en général et l'agriculture en France en particulier. En ce moment, il y a beaucoup de questions autour de cette plante cultivée. Et aujourd'hui, en fait, il va nous parler bien sûr de la génétique de la vigne. Et on lui a demandé de faire un exercice qui paraît certainement un exercice difficile, de nous faire nous emmener, en fait, nous promener finalement dans l'histoire de la domestication de cette plante, puisqu'il va bien nous montrer que c'est une plante domestiquée. Et puis, en fait, à partir de ce qui a été fait par nos ancêtres, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quels sont les défis aujourd'hui, et puis et les quelques perspectives pour l'avenir. Didier, sans tarder, je te laisse la parole. Merci. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais en introduction dire que je suis vraiment très très heureux d'être ici dans ce cycle des Vendanges du Savoir, et je remercie beaucoup Éric Giraud-Hérault et Alain Blanchard qui ont bien voulu m'inviter à faire cette présentation. Donc effectivement, le titre que j'avais proposé au tout début n'était pas exactement celui qui apparaît là sur cet écran,
mais en réalité, c'est à peu près la même chose. Donc je voudrais parler de la vigne et des cépages de la vigne, et en tant que matériel végétal. Donc je suis absolument désolé, je sais très bien qu'on est ici à la Cité du Vin, mais je ne vais pas parler de vin, ou très très peu, et pas non plus de viticulture, mais vraiment, je vais axer ma présentation autour du matériel végétal. Alors, donc ce que je vous propose, c'est une espèce de frise chronologique qui va démarrer à la domestication de la vigne. Alors pourquoi la domestication de la vigne? Parce que on va le voir, la domestication pour la vigne et pour d'ailleurs toutes les espèces animales et végétales, c'est un événement extrêmement important. Et donc je vais parcourir comme ça quelques milliers d'années d'histoire en essayant de me focaliser sur ce qui est vraiment important, donc la domestication, et ensuite voir comment les cépages et cette diversité de cépages qu'on connaît actuellement s'est construite. Ensuite, il y a un événement également majeur qui est plus proche de nous, c'est la crise phylloxérique. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur cette crise phylloxérique et voir en quoi cette crise phylloxérique a impacté la manière de voir ce matériel végétal. Et puis, je vais me projeter, partant du présent, je vais essayer de me projeter un petit peu dans le futur. Alors, donc, si on part très très loin dans le passé, en considérant que la vigne cultivée que l'on connaît aujourd'hui fait partie de cette grande famille des Vitacées, eh bien, on peut retrouver des vestiges archéologiques et des fossiles de Vitacées. Alors, évidemment, ce n'était pas de la vigne, hein, mais c'était des très lointains apparentés. On en trouve dans une époque un état géologique qui s'appelle le Crétacé supérieur. Alors, donc c'est plus de 60 millions d'années. Alors, pour vous situer, hein, c'est la période où apparaissent les primates au niveau animal. Où on voit ici sur cette image des fossiles de pépins d'un genre Indovitis. Et puis, on peut également trouver un peu plus tard, il y a environ 30 millions d'années, des fossiles, cette fois-ci de rameaux, de tiges. Et puis, plus près de nous, des Vitis graiensis au Miocène, donc il y a environ 7 millions d'années. Donc là, pour vous situer, c'est en gros la période où la lignée humaine et la lignée des chimpanzés se séparent. Donc c'est il y a fort longtemps, mais voilà, évidemment ces plantes n'existent plus, mais ce sont des lointains ancêtres de la vigne que l'on connaît aujourd'hui. Alors, toute cette évolution depuis ces âges lointains a conduit à une grande diversification de cette famille, cette grande famille des Vitacées auquel appartient la vigne. Et ça, c'est un petit panorama de la manière dont cette famille se compose. Donc, 17 genres. Alors, juste pour introduire un peu de vocabulaire, pour rappeler un peu de vocabulaire, donc le grand taxonomiste Linné a décrit les espèces vivantes avec un système où le nom est donné avec enfin, le nom, il y a un nom de genre qui est en fait une grande famille, et le nom d'espèce qui concerne vraiment la plante. Donc à chaque fois, on parle de genre espèce. Alors Homo, c'est le genre, Sapiens, c'est l'espèce, Vitis, c'est le genre, Vinifera, c'est l'espèce. Donc il y a 17 genres où se répartissent environ 1 millier d'espèces. Et donc, bien sûr, en plus du genre Vitis qui nous intéresse, il y en a d'autres. Le genre Cissus, Parthénocissus, Ampelopsis. Alors, Parthénocissus et Ampelopsis, je pense que vous les connaissez, c'est à ces genres qu'appartiennent la vigne vierge. Et puis, bien d'autres. Et je voulais vous montrer cette image simplement pour vous illustrer la diversité que l'on peut trouver au sein de cette famille des Vitacées.
Alors, évidemment, il y a une diversité, mais il y a quelque chose qui est un peu commun à toutes ces plantes, c'est que la plupart de ces plantes sont des lianes qui poussent dans des forêts pour beaucoup humides. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas de notre vigne cultivée, parce que ce n'est pas une plante tropicale, mais pour beaucoup de vitacées, c'est le cas. Alors, si on descend maintenant vraiment au sujet qui nous intéresse, donc on a donc ce genre Vitis, et ce genre Vitis, il est séparé en deux sous-genres, et c'est quelque chose qui est important à retenir. D'une part, un genre Muscadinia qui est un peu éloigné, qui diffère des autres vitis parce que les vitis ont en général 38 chromosomes et Muscadinia, les espèces du genre Muscadinia en ont 40. Et par ailleurs, un sous-genre dit E-vitis, donc ce qui signifie en gros les vrais vitis, où effectivement on retrouve notre vigne cultivée, Vitis vinifera, et aussi d'autres espèces du genre Vitis qui apparaissent sur le continent américain ou asiatique. Alors, simplement pour vous donner une idée de ce que j'entends par plantes qui poussent dans des forêts tropicales ou subtropicales. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas dans une forêt tropicale, mais on a un exemple de Vitis riparia. Donc, c'est une photo qui a été prise au Michigan, donc au nord-est des États-Unis. Et on voit très bien, bon, l'environnement, c'est un environnement forestier, mais comment cette plante envahit là tout l'écran. Hein, tout ce qu'on voit, c'est du Vitis riparia et qui pousse sur les arbres, qui sert de support. Alors, plus près de chez nous, une photo prise en Alsace, dans le Haut-Rhin. Alors, tout n'est pas de la vigne, mais ce qu'on voit ici, avec des colorations plus claires, ce sont des Vitis vinifera, donc la même espèce que notre vigne cultivée, simplement c'est la forme spontanée, sauvage, qu'on appelle sous-espèce sylvestris. Et là encore, vous voyez le mode de croissance et la présence sur des arbres. On est en bordure de forêt, là, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Croix-en-Plaine. Alors, donc, on a des espèces sauvages, et on a une espèce sauvage là que je viens de vous montrer, Vitis sylvestris. Et comment est-on passé de ces espèces sauvages, de cette espèce sauvage, à nos vignes cultivées? Eh bien, comme je vous l'ai dit en introduction, comme pour la plupart des espèces, que ce soit des espèces animales ou végétales que l'on utilise en agriculture, eh bien, c'est passé alors à une époque qui se situe entre moins 8000 et moins 6000 avant Jésus-Christ, en gros. Alors, quand je vous dis en gros, c'est parce que ça dépend des régions du monde. Un événement majeur pour l'humanité, qui est la domestication des espèces. Alors, cette domestication des espèces, pourquoi c'est un événement majeur? Eh bien, simplement parce qu'on est passé de statut de chasseur-cueilleur, donc qui était le statut des populations humaines au Paléolithique, à un statut d'agro-pasteur. Donc on cultivait et on élevait les animaux. Et donc ce passage, eh bien, il a eu des conséquences énormes, parce que c'est vraiment ce passage qui a construit et structuré les sociétés humaines telles qu'on les connaît aujourd'hui. Parce que s'il y avait des agriculteurs et des éleveurs, il a fallu y avoir une administration, il a fallu avoir des armées pour protéger ceux qui produisaient la nourriture, etc., etc. Et en fait, les sociétés que l'on a actuellement, eh bien, elles dérivent essentiellement de cet événement majeur qui a donc dans l'histoire de l'humanité. Alors donc on passe de statut de chasseur-cueilleur nomade à agro-pasteur sédentaire.
Et pour ce qui est de la vigne, eh bien, et pour beaucoup d'espèces également, eh bien, cette domestication passe bien entendu par la sélection de caractères désirables pour les besoins humains. Pour la vigne, ça s'accompagne également de la mise au point de techniques culturales qui permettent de cultiver la vigne. Et aussi quelque chose d'important, assez rapidement, la vigne n'est pas uniquement consommée pour le fruit, hein, pour l'apport calorique du fruit, mais également est transformée en vin et stockée, comme en atteste l'apparition en parallèle de la capacité des hommes à produire des poteries. Alors, juste un petit arrêt justement, finalement, sur cette histoire de finalement comment on arrive, enfin, qu'est-ce qui fait qu'un fruit qui à la base est peut-être fait pour être consommé en tant que fruit frais est fermenté et qu'on arrive en plus à consommer ce fruit fermenté, parce que, alors, ce que je veux montrer ici, c'est que la lignée humaine et également l'ensemble des homininés, donc, dont fait partie les chimpanzés et les gorilles, mais pas les orang-outans ou les gibbons, ou si on va un petit peu plus loin dans les lémuriens, eh bien, nous, on a acquis, il y a donc notre lignée, il y a environ 10 millions d'années, la capacité à consommer de l'alcool. Alors, ce n'est pas un encouragement pour consommer de l'alcool, mais à travers une mutation qui apparaît dans un gène qui s'appelle l'alcool déshydrogénase, et qui permet d'être 40 fois plus efficace pour détoxifier l'alcool. Sans cette propriété, on ne pourrait pas consommer d'alcool. Si vous avez des animaux domestiques et par hasard, ils arrivent à boire dans des restes de verre, enfin, ne faites surtout pas ça, hein, volontairement, mais c'est très toxique pour eux. Alors, on peut se dire, mais finalement, pourquoi on a acquis cette capacité ? Alors, une des hypothèses, c'est que tant qu'il s'agit de consommer des fruits frais, tous les animaux, plus ou moins, peuvent le faire, mais au bout d'un moment, les fruits frais et surmûris, eh bien, commencent à fermenter, et c'est un avantage sélectif énorme de pouvoir consommer des fruits fermentés alors qu'il n'y a plus de fruits frais. Voilà, donc ça, c'est un élément que l'on peut, enfin, une des hypothèses, c'est que ça a permis de passer d'un mode de vie arboricole à plutôt sur le sol, quoi. Alors, on revient maintenant à la domestication. C'est quoi cette domestication pour la vigne ? Alors, le caractère, à mon avis, majeur de la domestication, qui a permis de passer de l'état sauvage à l'état domestiqué, c'est le passage d'une structure de fleurs qu'on appelle dioïque à une structure de fleurs hermaphrodite. Alors, dioïque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Alors, comme on le voit ici, en haut, on a une fleur femelle où on voit essentiellement des ovaires développés, mais les étamines, qui sont les parties mâles, atrophiées. Et en bas, on a une fleur qui est mâle, avec des étamines bien développées et des ovaires atrophiés. Ça, c'est l'état sauvage. Donc, il faut deux plantes qui se croisent pour avoir une descendance, pour faire des pépins et une descendance. L'hermaphrodisme, c'est ce qu'on voit à droite. Donc, cette fois-ci, on a une vigne cultivée où les deux organes, mâle et femelle, ovaires et étamines, sont complètement développés et fonctionnels. Et ça, c'est vraiment un élément déterminant, parce que, évidemment, s'il y a des viticulteurs parmi vous, c'est bien plus simple d'avoir un type de plante pour produire des fruits que d'en avoir deux. Alors, un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est évidemment la taille des fruits. Tant la taille des grappes que la taille des baies, comme on le voit ici, donc qui s'est considérablement accru. Et puis, hormis ces caractères un peu évidents, on peut citer le fait que la maturation est homogène dans les vignes cultivées, alors qu'elle est extrêmement hétérogène dans les vignes sauvages. Donc évidemment, c'est un élément déterminant pour en faire une culture. Alors après,
le goût sucré évidemment, et les arômes agréables. Alors le goût sucré, bon, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion de goûter des baies de vignes sauvages. C'est extrêmement acide, très peu sucré. Et les arômes, alors pour la vigne, Vitis sylvestris, c'est pas ce qui est le plus marquant, mais il existe des vignes sauvages qui ont des arômes extrêmement désagréables par rapport à notre goût, on va dire, européen. Alors, une question se pose maintenant, cette domestication, où a-t-elle eu lieu? En un seul endroit, en plusieurs endroits? Alors, il y a pas mal de scénarios, mais il y a un scénario qui est majoritaire, on va dire, qui situe la domestication de la vigne dans le Caucase. Alors d'ailleurs, si on lit là ce petit bout de récit biblique, c'est assez troublant. Après le déluge, l'arche de Noé reposa sur le mont Ararat, donc c'est dans le Caucase. Noé fut le premier agriculteur, planta une vigne et en but le vin et s'enivra. Donc je vous ai mis ça parce que je trouvais ça amusant. Bon, alors évidemment, ce n'est pas une preuve, mais bon, maintenant, évidemment, si on vient aux données scientifiques, on montre que la domestication a eu lieu dans le Caucase. Alors, entre moins 6000 et moins 8000, là aussi, bon, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Et ensuite, à partir de ce centre de diversification, il y a eu dispersion de cette vigne selon plusieurs canaux. Alors, le pourtour méditerranéen, tant par la côte africaine que par la côte européenne, mais également le Danube, avec des événements de domestication secondaire, c'est-à-dire probablement à travers des croisements entre vignes cultivées et vignes spontanées locales qui ont pu se produire à plusieurs endroits, notamment en Italie, mais également en Espagne. Alors, tout ce parcours a conduit à ce qu'on observe actuellement, c'est-à-dire actuellement, on a, selon les ampélographes, bon an, mal an, 6000 cépages. Alors, les chiffres varient d'un auteur à l'autre, mais plusieurs milliers en tout cas. Alors, si on essaye de faire un peu au cours de toute la période qui nous sépare de cette domestication, une espèce de petite classification de ces cépages, eh bien, on peut distinguer plusieurs périodes. Alors, bien sûr, sur le plan de l'histoire, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, 19e siècle, et puis époque actuelle, 20e, 21e siècle, mais également sur le plan de ce qu'on savait faire avec les végétaux. Alors, jusqu'à la Renaissance, il est très probable que l'hybridation, c'est-à-dire le croisement entre deux plantes, elle se faisait, mais de manière non intentionnelle. Et puis, au XIXe siècle, on commence à bien comprendre la sexualité des plantes. Alors, le fait qu'on doive croiser un mâle prendre du pollen, qui est la partie mâle, et utiliser ce pollen pour pour féconder un ovaire, qui est la partie femelle, ça paraît complètement évident aujourd'hui, mais depuis l'Antiquité, cette histoire de finalement les plantes ont-elles une sexualité et comment ça marche, etc., ça a été une vraie question, voire un objet de controverse déjà en Grèce antique. Voilà. Et donc au XIXe siècle, on sait ce que c'est que l'hybridation, on sait croiser les plantes, et puis au XXe siècle, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on découvre et on redécouvre les lois de Mendel, les lois qui gouvernent, qui expliquent l'hérédité, et on les applique. Et donc, si on prend un peu tous ces éléments, on peut classer les cépages par rapport à leur période d'apparition en cépages primitifs, cépages anciens, cépages modernes et puis cépages contemporains. Alors, donc je vous ai parlé plusieurs fois d'hybridation et de croisement, et donc, s'il y a hybridation et croisement, c'est bien qu'il y a des parents et des descendants, ou des grands-parents, voilà. Et donc, le premier exemple que je voudrais vous montrer, qui correspond
vraiment à la première, le premier article qui a été vraiment intéressant dans ce sens, c'est l'article, un article publié en 1997 qui montre que le Cabernet Sauvignon descend d'un croisement entre le Cabernet Franc et le Sauvignon Blanc. Alors vous allez me dire, bon, il est bien gentil, mais c'est évident, Cabernet Sauvignon, bon, il n'y a pas de débat. Alors, c'est pas sûr. Alors déjà parce que les noms, il y a plein de synonymes. Alors quand on dit 6000 cépages, par exemple, bah, en fait, des noms, il y en a 12 ou 15 000 parce qu'il y a des cépages qui sont appelés selon les périodes et selon les régions de différentes manières. À l'inverse, il y a des cépages qui portent le même nom. Voilà. Donc le nom n'explique de loin pas tout. Voilà. En revanche, la génétique et l'approche génétique peut permettre de confirmer un certain pressentiment, on va dire. Alors, là, le travail s'appuie sur... Alors, tout ce que je vais vous montrer maintenant, ça s'appuie sur des marqueurs moléculaires, c'est-à-dire une analyse de l'ADN et des variations de l'ADN, alors avec différents procédés, ça je ne rentrerai pas dans le détail, et en gros, c'est ce qu'on fait quand on fait des empreintes génétiques pour, par exemple, des histoires de crimes. Voilà. Donc on arrive à identifier des individus à travers des caractéristiques de leur ADN, à travers des figures de ce type-là. Alors ça, c'est un peu ancien. Et qu'est-ce qu'on voit là? Alors, je vous ai pris l'exemple de deux marqueurs, mais on va prendre par exemple celui-là. Ça, c'est le Cabernet Sauvignon. Et on voit que le Cabernet Sauvignon, il a ici une petite bande que j'ai surlignée en vert, qui a hérité du Sauvignon blanc. Et puis une autre bande qui a hérité du Cabernet Franc. Et donc ça explique, alors pas uniquement cette image, mais un ensemble d'images comme ça permettent de valider le fait que le Cabernet Sauvignon descend du Sauvignon blanc et du Cabernet Franc. Alors on retrouve la même chose ici, hein. On a ici ce marqueur qui vient du Cabernet Franc et celui-là qui vient du Sauvignon blanc. Alors c'est ainsi que donc, il a été montré que c'est bien un descendant, le Cabernet Sauvignon est un descendant du Cabernet Franc et du Sauvignon, mais également que le Merlot, alors j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est des cépages que vous utilisez dans la région, descend également du Cabernet Franc et la Madeleine noire des Charentes. Alors, un travail plus important en termes de nombre de cépages examinés montre cette fois-ci pour des cépages qui sont plutôt apparus dans le nord-est de la France et plus particulièrement en Bourgogne, que tout un ensemble de cépages que l'on voit là descendent du croisement entre du pinot, alors que tout le monde connaît, hein, le pinot noir, pinot blanc, même en Alsace, le pinot gris, et le gouais, que je pense peu de gens connaissent, parce que c'est un cépage qui est abandonné, c'est, je pense, un cépage qui actuellement peut être considéré comme sans intérêt, sauf que le croisement entre ces deux-là a donné tout un ensemble de cépages, dont un qui est, je pense, particulièrement important et apprécié, c'est le chardonnay. Et on retrouve la même chose que ce que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire que le chardonnay ici a une bande rouge et une bande verte, et on voit bien que ça descend, cette bande rouge vient du pinot et la bande verte du gouais. Alors, le chardonnay, mais pas que, le gamay, le melon, alors, qui a quitté sa région d'origine, qui était la Bourgogne, pour aller se réfugier dans le pays nantais, puisque c'est le cépage qui sert à produire le muscadet. Et puis, et la ligotée, qui est également un cépage qui est utilisé pour certains vins blancs en Bourgogne. Alors, donc, vous voyez un peu la puissance de ce type de technique pour retracer la généalogie. Et alors ça, c'est un travail où là, il y a beaucoup plus de cépages. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit ici un nœud dans l'ensemble des cépages qui sont représentés ici, un nœud qui s'appelle traminaire. Alors, traminaire, en fait, c'est un cépage qui est décliné sous différentes formes selon les régions. Par exemple, dans le Jura, on l'appelle savagnin blanc et c'est ce qui sert à faire les vins jaunes du Jura.
En Alsace, on l'appelle Gewürztraminer, et c'est ce qui sert à faire les vins aromatiques que vous avez peut-être déjà goûté. Alors, il y a juste des petites variations. C'est-à-dire que le Savagnin blanc, il a une pellicule blanche et peu aromatique. Le Gewürztraminer, il est rose et il est très aromatique. Et donc, ce Traminer, c'est très probablement un cépage primitif, puisqu'on le voit ici au nœud de tout le système, et il a, selon toute vraisemblance, ça a été le parent du Pinot, du groupe des Pinots, mais également, ici, j'en reviens au cépage qui vous intéresse peut-être plus particulièrement, le Sauvignon blanc, et on retrouve ici le rôle également du Cabernet Franc, qui, avec le Sauvignon blanc, a donné le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Voilà, et donc, ce cépage, il est primitif, probablement, et le Pinot qui en descend est apparu plus tard et appartient probablement au groupe des cépages anciens, de même peut-être que le Sauvignon blanc. Alors, donc, tout ce que je vous raconte jusqu'à présent, c'est réalisé à partir de l'analyse de l'ADN de plantes qui vivent, que l'on a actuellement. Donc, pour faire ça, on prélève des bouts de feuilles, on extrait l'ADN et on analyse. Alors, il y a une dimension qu'on peut ajouter, c'est que dans un certain nombre de cas, on peut trouver des pépins archéologiques et donc réaliser des extractions d'ADN à partir de ces pépins archéologiques. Et alors là, c'est un travail que moi je trouve remarquable, où donc des archéologues et des généticiens ont collecté des pépins dans différentes régions de la France, donc sur des sites donc, qui remontent à l'âge du fer, mais également la période romaine et le Moyen-Âge. Donc et voilà ce que ça donne. Donc on retrouve ici les pépins de l'âge du fer. Donc on voit bien que ceux-là, on arrive à les relier à rien du tout. Ils sont isolés dans un coin. En revanche, une fois encore, des pépins issus de l'époque du Moyen-Âge sont totalement, en termes génétiques, similaires au Savagnin blanc qu'on connaît actuellement, donc ce qui renforce son statut de cépage primitif, et surtout qu'il est relié par voie directe à des pépins que l'on a trouvés à l'époque romaine. Et donc, en gros, ça permet de supposer que le Savagnin blanc existait déjà plus ou moins à l'époque romaine. Voilà. Alors, je vais juste finir sur cet aspect de comment ces cépages se sont diversifiés sur un travail qui a été publié cette année, en 2023, par une énorme équipe chinoise, je ne sais pas combien il y a de co-auteurs, avec des collègues du monde entier, dont des collègues français de Bordeaux et de Montpellier. Et ce qui fait la particularité de ce travail, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur 3, 10, 50 ou 100, mais sur plus de 3000 accessions, dont une grande partie de cépages, et aussi des vitis sauvages, des vitis sylvestris sauvages. Et alors, dans ce travail, alors, la deuxième chose, c'est qu'ils ont non pas travaillé avec quelques marqueurs moléculaires, mais ils ont travaillé sur la séquence complète de toutes ces accessions, les 3000 et quelques. Donc voilà, donc c'est des moyens qui sont extrêmement importants. Alors, dans leur conclusion, ce qu'ils disent, ils remettent un peu en cause l'origine unique de la domestication dans le Caucase. Ils disent qu'il y a eu 2 sites de domestication dans le Caucase, pour faire plutôt des variétés à vin, à cuve. Et puis, voilà, dans cette région proche de la Jordanie, où là, on a plutôt des variétés de table. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est surtout ces variétés qui ont contribué à travers la migration et le croisement avec des vignes sauvages locales, à créer tout l'essentiel de la diversité des cépages actuels, alors que le rôle de ces vignes du Caucase est d'après eux plutôt mineur.
Donc on voit là, vous voyez, c'est je ne vous donne pas de réponse définitive parce que c'est un champ qui est en pleine évolution et finalement, ça montre bien la difficulté à essayer de retracer l'histoire d'une espèce à travers d'éléments dont on dispose uniquement aujourd'hui. Alors, dans ces différents groupes, eh bien, on retrouve évidemment tous les cépages que l'on connaît ici en France, mais on a également un groupe de cépages ibériques. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que le Touriga national, qui me semble est un cépage assez emblématique du Portugal, se retrouve dans ce groupe-là, mais bon, voilà. On retrouve ici le gouais dans les cépages du Balkan. Et puis, vous connaissez peut-être le saperavi, puisque si vous avez l'occasion de boire des vins géorgiens, on retrouve ce cépage dans des vins géorgiens. Alors, voilà. Donc ça, c'était pour comment cette diversité des cépages est apparue. Et maintenant, je voudrais faire un peu un saut dans le temps pour arriver en Europe, en France, et vous parler de la crise phylloxérique. Alors qu'est-ce que c'est que cette crise phylloxérique ? Il se trouve que durant la deuxième moitié, en gros, du 19e siècle, sont arrivés successivement 3 fléaux. L'oïdium, qui est un champignon qui se développe sur toutes les parties aériennes, les feuilles, les inflorescences, les grappes. Le phylloxéra, qui est un peu plus tard, qui est un puceron, qui se développe essentiellement sur le système racinaire. En tout cas, c'est là où il crée le plus de dégâts. Et puis, le mildiou. Et tout ça, alors le mildiou, on va dire que c'est un champignon. C'est pas exactement un champignon, mais c'est aussi un organisme, un pathogène qui s'en prend aux parties aériennes. Alors, et tout ça, on va dire, en gros, de manière évidemment non intentionnelle, est venu des États-Unis à travers le transport de matériel végétal. Alors, c'est assez... c'était quelque chose, une situation assez perverse, puisque c'était pour ramener des vignes résistantes à l'oïdium qu'on a introduit de nouvelles vignes et qui, elles, ont ramené le phylloxéra. Vous voyez le genre. Bon. Alors, on voit bien que ça a été une période, ça représente cette courbe, l'évolution de la surface du vignoble français. C'est que suite à cette crise, on a eu une diminution des surfaces extrêmement importante. Et alors, si pour lutter contre l'oïdium et le mildiou, on a trouvé des parades chimiques, puisque assez rapidement, on s'est rendu compte qu'avec du soufre, on arrivait à contrôler les épidémies d'oïdium, et avec des sels de cuivre, on arrivait à contrôler le mildiou. En revanche, pour le phylloxéra, bien que pas mal de tentatives ont été faites, eh bien la solution s'est tournée vers vraiment un levier génétique, puisqu'on a créé des nouvelles plantes qu'on a utilisées comme porte-greffes, c'est-à-dire qui constituaient en fait les racines du plant de vigne. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'un porte-greffe, mais je le dis au cas où, parce qu'on m'avait déjà posé la question. Et ces porte-greffes constitués de vignes américaines ou d'hybrides de vignes américaines ou d'hybrides entre des vignes américaines et des vignes européennes sont plutôt résistantes ou tolérantes au phylloxéra. Donc on peut cultiver la vigne sur ces porte-greffes en milieu où il y a du phylloxéra. Alors, donc, une solution plutôt génétique pour les porte-greffes et le phylloxéra, et plutôt une solution chimique pour l'oïdium et le mildiou, sauf qu'il y avait quand même quelques propriétaires qui se sont intéressés à trouver des vignes résistantes au mildiou et à l'oïdium. Et donc ça a encouragé des gens de toute origine. En réalité, ce n'était pas que des viticulteurs ou des jardiniers amateurs. Il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec la vigne au départ,
qui se sont mis à faire des hybridations à partir de ces vignes américaines et ont créé tout un ensemble de plantes qu'on a appelées hybrides producteurs directs parce qu'elles étaient supposées résister à la fois à l'oïdium, au mildiou et au phylloxéra et donc ne nécessitaient pas de greffage. Alors, toutes n'avaient pas toutes ces caractéristiques, mais bon, on va quand même parler d'hybrides producteurs directs. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur l'évolution de ces hybrides producteurs directs, mais donc qui dit croisement, comme je vous l'ai dit, contrôlé, qui met en œuvre ce qu'on sait des lois de la génétique, dit donc utilisation des méthodes plus ou moins modernes de la sélection et de l'amélioration des plantes que je vais simplement vous résumer ici. Donc la sélection végétale ou amélioration des plantes, ça consiste en quoi? Bon, alors l'objet, c'est de créer une nouvelle variété, ça c'est clair, qui réponde à nos besoins. Et pour ce faire, on a un matériau, ce sont des ressources génétiques. Alors les ressources génétiques, en gros, c'est tout ce qu'on peut croiser avec l'espèce cultivée que l'on souhaite améliorer et qui peut apporter donc des caractéristiques intéressantes et nouvelles. Alors donc on réalise des croisements, donc entre, alors je vous le rappelle, on est dans un système plutôt hermaphrodite où il y a des mâles et des femelles, donc on choisit la femelle, on enlève les parties mâles et on apporte le pollen de celui qu'on va choisir comme parent mâle. Et puis une fois que le croisement est fait, eh bien, on a une descendance constituée de pépins que l'on sème et qu'on peut évaluer pour les caractéristiques qui nous intéressent. Alors là, j'ai présenté une gamme de résistance au mildiou, mais ça peut être des couleurs de baies, des vigueurs, etc. Et puis, voilà, c'est un ensemble de cycles successifs qui permettent de passer, de ce type-là, croisement puis sélection, qui permettent de passer des ressources génétiques à la variété. Alors, si on revient à la vigne maintenant, quelles sont les ressources génétiques? Je vous en ai déjà un peu parlé. C'est au sein du genre Vitis, donc c'est toutes ces espèces asiatiques, américaines et même les espèces du sous-genre Muscadinia constituent des ressources génétiques puisqu'elles sont toutes interfertiles à des différents niveaux, mais quand même interfertiles avec la vigne cultivée qui nous intéresse et que l'on souhaite améliorer, et produisent une descendance fertile également. Alors là, je vous ai illustré, mentionné quelques espèces, ici américaines. Alors avec un point rouge, c'est celles qui ont donné essentiellement des hybrides qu'on a utilisés pour faire des hybrides producteurs. Et puis celles avec un point vert, celles qu'on a utilisées principalement pour faire des porte-greffes. Alors pour les porte-greffes, on a Vitis berlandieri, Riparia rupestris, et puis toutes les autres ont servi à faire des hybrides producteurs directs. Alors celles qui sont un peu en palo, c'est simplement des espèces qui n'ont pas été utilisées immédiatement par les premiers hybrideurs, mais dont on va parler un peu plus tard. Alors justement, puisque je parlais des hybrideurs, un des hybrideurs les plus célèbres a été Georges Couder. Donc, vous voyez, il a opéré plutôt fin du 19e, début du 20e. Et si on peut juste lancer la vidéo. Donc, j'avais préparé une petite vidéo qui illustre comment, déjà en 1920, il avait préparé un objet de médiation scientifique, on va dire, pour montrer comment on castre les fleurs hermaphrodites. Donc là, il enlève les étamines pour faire une plante femelle. Et ensuite, il va chercher du pollen sur une autre plante. Alors là, il utilise une espèce de plumeau et il vient déposer le pollen sur la plante qu'il a castrée. Et puis ensuite, eh bien, on vient tout simplement récolter les baies, extraire les pépins et les planter. Et tout ça, ça va donner un nouveau plant de vigne. Alors, Couder était très important. Il a surtout créé des porte-greffes. Il a essayé également de faire des hybrides producteurs, mais je pense que celui qui a été le plus prolifique en termes d'hybrides, parmi les hybrideurs pour produire des hybrides producteurs directs était Albert Seibel.
donc qui était contemporain de Couder. Et vous voyez déjà, il avait le sens de la publicité, puisqu'il avait préparé des petits billets où il expliquait qu'il avait des hybrides de Rupestris par Lincecumi et par Vinifera, et qu'il les vendait, alors j'arrive pas très bien à lire, mais à tel prix. Voilà. Donc, juste pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'il a utilisé? Essentiellement des hybrides de vignes américaines croisées. Alors tout ça, tout ce qui est en bleu foncé, vous voyez, c'est Vitis lincecumi, Estivalis cinerea, ce sont des espèces du continent nord-américain qui ont été croisées par des vinifera qui sont en blanc pour donner des hybrides interspécifiques, vinifera, espèces sauvages américaines, donc que l'on voit là. Donc vous voyez, c'est un processus qui est assez long pour aboutir à une variété. Alors celle-là, elle est assez connue, mais plus trop en France, mais utilisée encore dans le nord des États-Unis, Chancellor. Mais vous voyez, on peut comprendre pourquoi elle est plus utilisée ici. Alors, ça a quand même occupé 40 000 hectares dans les années 50, mais le vin est coloré, bon ça va encore, mais grossier, avec une certaine amertume. Bon. Il est résistant plus ou moins au mildiou, mais pas vraiment à l'oïdium. Alors, un autre hybrideur célèbre, c'est Sève Villard, qui lui a apporté vraiment une amélioration en termes de qualité de cépage. Donc je vous donne ici l'exemple du Villard Noir. Vous voyez qu'il s'est appuyé sur le travail de Seibel, puisqu'il a repris du Chancellor qu'il a croisé par un autre cépage qui s'appelait le Subéreux pour donner le Villard Noir. Alors, un dernier hybrideur français, alors je vous cite celui-là, c'est Jean-Louis Vidal, parce qu'il a opéré plus près de nous, puisqu'il était en Charente. Et il a créé un cépage qui s'appelle le Vidal Blanc et qui était reconnu pour être, dont les vins pouvaient être utilisés pour la distillation. Et d'ailleurs, ce cépage qui est ancien, vous voyez, le croisement a été fait en 1929, il a été récemment inscrit au catalogue français, je pense pour l'encépagement de Cognac. Alors, donc, pour en revenir à ces hybrides et à leur destin, vous voyez, ils ont subi, il y a eu une apogée, puis un déclin. Et je voulais simplement vous donner quelques idées personnelles sur pourquoi, qu'on pourra toujours contester, pourquoi il y a eu cet apogée, et puis finalement une disparition. Alors évidemment, la première raison de leur intérêt, c'était qu'ils permettaient plus ou moins, dans une certaine mesure, de faire face à l'introduction de l'oïdium, du phylloxéra, du mildiou. Et surtout, associé à cela, qu'il y a eu des dégâts très sérieux qui ont conduit des chutes de rendement importantes dans les années que je vous cite là, 1910, 15, 17, 30, etc., liées au mildiou. Alors, un deuxième élément, c'est que c'est une culture qui est plutôt facile et donc qu'on peut considérer comme étant adaptée aux agriculteurs qui sont en polyculture, qui font de la vigne, mais autre chose aussi à côté. Alors, il y a aussi le fait qu'ils ont traversé deux périodes de conflit, la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qui fait que, compte tenu de la relative rareté de la main-d'œuvre à cette époque, et de leur facilité de culture, eh bien, ça pouvait être aussi des arguments qui étaient intéressants par rapport à leur développement. Et puis également le manque de produits chimiques durant ces périodes. Et puis finalement, avec Sève Villard, comme je vous l'ai évoqué, on arrivait à avoir des variétés qui étaient, sur le plan organoleptique, bien meilleures que les premières. Alors il y a eu également des causes de leur disparition, parce que maintenant ils ont complètement disparu. Enfin, pas complètement, mais presque complètement disparu. Bon, alors, dès le début du XXe siècle, il y a eu une interdiction, mais qui restait toute théorique, de les cultiver, parce qu'ils considéraient comme pas assez qualitatifs.
Alors je dis théorique parce qu'en réalité, vous l'avez vu, hein, ils ont atteint 400 000 hectares. Dans les années 50, 400 000 hectares sur environ 1 200 000 que constituait le vignoble français dans sa totalité, donc un tiers du vignoble français, hein, c'est pas rien. Donc, vous voyez, l'interdiction, là, je pense qu'elle a eu peu d'effet. Mais ensuite, on a eu une liste de 6 cépages interdits qui n'étaient pas des cépages, des hybrides producteurs réalisés par ces hybrideurs français, mais des hybrides vraiment d'origine américaine. Hein. On a leur nom ici: Noah, Othello, Isabelle, Jacques, Clinton et Herbemont. Et puis ensuite, on a utilisé à la fois la carotte et le bâton, des primes à l'arrachage. Donc là, il y a sur ce buvard publicitaire, on va dire, on explique qu'on donne 135 000 francs par hectare arraché. Et puis également le bâton, hein, puisqu'on explique qu'on s'expose à des sanctions. Bon, un argument qui est un peu curieux, mais ils ne sont plus à la mode, ce sont des reliques du passé. Mais surtout, je pense, ils donnent du mauvais vin. Bon, alors, probablement pas tous, mais voilà. Alors, du coup, en France, vous imaginez bien que le fait que cette culture décline, ça n'a pas encouragé les obtenteurs, les hybrideurs à continuer. Donc, on peut dire que à partir des années 50-60, toute la sélection et la création de ces hybrides résistants s'est complètement éteinte en France. Sauf que dans d'autres pays, et là je prends l'exemple de l'Allemagne, ça n'a pas été le cas. Et une recherche et un travail a continué, à perdurer. Et là je vous donne un exemple d'une variété qui s'appelle le Souvigné gris. Alors pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que c'est une des premières variétés qui semble intéressante à être cultivée en France. Elle arrive, on peut la cultiver. Et vous voyez, on est toujours sur une base d'une variété qui est construite sur des hybrides vinifera par vigne d'origine américaine. Hein. Le bleu, c'est toujours mon code pour l'origine américaine. Et ce Souvigné gris a été construit à partir d'une variété Céval qui a été créée par Sève Villard, croisée, alors il faut un peu regarder ici, par le Zeringer, qui n'est autre qu'un hybride entre le Gewürztraminer et le Riesling. Voilà, alors là, je pense qu'on atteint des niveaux de qualité qui sont bien meilleurs que ce qu'on avait dans les précédents hybrides. Voilà, et c'est décrit comme pouvant produire des vins neutres avec une acidité stable. Alors, donc vous voyez, au cours du 19e siècle, les motivations qui ont conduit à la création et à l'utilisation de ces cépages résistants ont évolué. Bon, il s'agissait de faire au départ face à une crise, un accident, enfin une introduction accidentelle de ces maladies qui étaient dramatiques. Hein. Alors, je crois que dans le Bordelais, dans les années 1850, à cause de l'oïdium, on est passé de 2 millions d'hectolitres à 30 000 en 1854, à cause d'une épidémie d'oïdium. Alors, ensuite, durant les périodes de conflit, ça permettait également de pérenniser une activité viticole grâce à quelque chose qui était relativement facile à cultiver. Et maintenant, on va dire que les motivations changent peut-être un petit peu, puisqu'il s'agit de répondre aux exigences environnementales et à la demande sociétale. Alors, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, je vois qu'il est 58, mais bon, on peut continuer. Alors, donc, cette demande sociétale, elle demande évidemment de réduire la quantité de pesticides, et en particulier pour la vigne, de fongicides, puisque c'est le principal classe de pesticides utilisés en viticulture. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour le Bordelais, mais ça, c'est des données moyennes pour la France que l'on récupère sur les sites type Agreste. 15 traitements par an, un coût estimé, mais ça, c'est un peu... je pense qu'on peut contester ce chiffre, 400 millions d'euros. Évidemment, impact sur l'environnement et sur la santé humaine. On a de plus en plus de preuves, d'ailleurs, sur la santé humaine. Et puis, le fait que les fongicides
leur efficacité peut être contournée par des souches de pathogènes résistantes. Alors, ces fongicides sont appliqués actuellement, je le rappelle, essentiellement pour traiter le mildiou et l'oïdium, même s'il existe d'autres pathologies. Et par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, le travail des hybrideurs français, en termes de ressources génétiques, on va maintenant pouvoir balayer beaucoup plus large. Et là, je vous montre sur cette image la représentation d'espèces ici américaines et ici asiatiques. Et on les a évaluées pour leur niveau de résistance au mildiou. Alors 1, ça signifie très sensible. 9, ça signifie totalement résistant. Et on voit que même si dans les deux groupes, il existe des espèces très sensibles, il y en a en revanche qui sont extrêmement résistantes, et il y en a quelques-unes qui atteignent des niveaux de résistance totale ou des niveaux de résistance partielle très élevés. Donc ça, c'est vraiment le matériau de base avec lequel on va pouvoir travailler et créer peut-être, on le verra, de nouvelles variétés. Alors, c'est exactement ce que je voulais illustrer. Ça, c'est que ces ressources contiennent des gènes de résistance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas du tout l'objet, mais ces gènes ont été étudiés, identifiés pour certains. Et tout l'enjeu, c'est d'introduire ces gènes de résistance venant de ces espèces, soit nord-américaines, soit asiatiques, dans la vigne cultivée et en faire de nouvelles variétés. Alors, ça a été le moteur du programme de sélection et le programme de recherche qui a été lancé à l'INRA. Alors à l'époque, ça s'appelait INRA en l'an 2000, le programme s'appelle RESDUR, pour résistance durable. Et donc, le principe général de ce programme, eh bien, c'est d'utiliser à la fois les ressources constituées par les variétés cultivées qui apportent tous les caractères agronomiques et œnologiques de qualité et de typicité, mais qui sont sensibles aux maladies, et de les croiser avec des espèces sauvages, alors certes celles que je vous ai présentées, qui sont certes résistantes, mais qui possèdent des défauts, notamment organoleptiques, importants. Donc tout le challenge, c'est bien de créer de nouvelles variétés qui soient à la fois résistantes, avec une résistance que on appelle durable, parce qu'il faut qu'elle reste efficace dans le temps, et également des aptitudes culturales et œnologiques adaptées à la production de vins de haute qualité, et en plus, si possible, dans un contexte de changement climatique. Alors, on reprend exactement sur la technique les mêmes principes que ce que vous avez vu dans le petit film de Couder, c'est-à-dire qu'on a une plante que l'on castre pour en faire une femelle, on apporte avec, alors cette fois-ci, un pinceau du pollen, on réalise le croisement, on observe la nouaison, une grappe et des baies se développent, on extrait des pépins et ces pins sont semés pour produire des plantules. Et ces plantules vont se développer en vignes adultes. Alors, donc jusque-là, c'était exactement ce que faisait Couder, en gros. Après, évidemment, si c'est pour reproduire ce que les gens ont fait il y a 100 ans, à l'identique, je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc, il y a quelques points clés qui ont été quand même déterminants dans l'évolution de la manière de faire et qui a vraiment permis d'aboutir à des variétés modernes. Alors, la première chose, c'est que c'est le contrôle du croisement et de la reproduction. Quand vous voulez introduire un caractère, alors que je vais représenter ici par un petit rond rose, de résistance d'une espèce sauvage dans une espèce cultivée, vous allez, comme je vous l'ai dit, certes introduire la résistance, mais aussi introduire tout le fond génétique représenté ici en violet, et qui va apporter des caractères défavorables. Donc, pour éviter cela, eh bien, un seul croisement ne suffit pas, mais il faut une succession de recroisements. On va recroiser un certain nombre de fois. Ici, j'ai représenté 6 recroisements, mais ça peut être un peu moins,
avec donc ses descendants avec des vignes, des cépages de vignes cultivées. Alors ça, c'est une première chose, ça demande du temps, ça demande un certain contrôle. Et alors pourquoi ça demande du temps? Parce que quand vous semez un pépin de vigne, il ne devient fertile qu'au bout de 3 ans. Donc là aussi, il faut améliorer la technique. Et c'est ce qui a été fait ici. Un mode de conduite a été mis au point qui permet d'obtenir un pépin à partir d'un pépin, c'est-à-dire avoir une vigne fructifère en moins d'1 an. Alors que dans le milieu naturel, c'est 3 ans minimum. Alors, un autre élément déterminant, c'est que, je vous l'ai dit, on a des sources de résistance. On connaît plus ou moins les facteurs de résistance qui gouvernent cette résistance. Eh bien, on peut utiliser ces mêmes types de marqueurs moléculaires que je vous ai présentés tout à l'heure, qui permettaient de suivre la généalogie des cépages. On peut utiliser ces marqueurs moléculaires pour, cette fois-ci, suivre les facteurs de résistance. Alors là, c'est un petit exemple où on a une population issue d'un croisement. Elle est estimée pour son niveau de résistance. On a des plantes très sensibles jusqu'à très résistantes, voilà, qu'on retrouve dans les différentes parties. Et puis, on a de l'autre côté extrait l'ADN et typé ces plantes pour la présence d'un facteur de résistance qui est dans la descendance ou de l'autre. Donc, on a un facteur ici qui s'appelle RPV1, RPV3. On a également des plantes qui n'ont aucun des deux facteurs ou des plantes qui ont les deux facteurs. Et on voit très bien que les plantes qui n'ont aucun des deux facteurs de résistance sont parmi les plus sensibles. Celles qui ont un facteur, l'un ou l'autre, commencent à devenir un peu plus résistantes pour RPV3 et beaucoup plus résistantes pour RPV1. Et enfin, celles qui ont les deux facteurs, ici, sont parmi les plus résistantes. Alors, vous voyez, donc l'intérêt de cette technique, c'est que, eh bien, on peut faire une extraction d'ADN et faire cette analyse à un stade tout petit, c'est-à-dire quand la plante a 2 ou 3 feuilles, c'est-à-dire au bout de quelques semaines. Donc ça permet d'éliminer très rapidement toutes les plantes qui sont indésirables de ce point de vue-là et de poursuivre avec celles qui ont vraiment les caractéristiques voulues. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut distinguer les plantes qui ont 2 facteurs ici, RPV1 et RPV3, de celles qui en ont qu'un seul, alors que quand on regarde un peu leur niveau de résistance, il n'est pas très différent. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'en mettre 2 si un suffit? Alors, ça suffit d'en avoir un pour conférer un bon niveau de résistance. En revanche, et c'est là où cette technique est vraiment intéressante, c'est que si on veut avoir non seulement de l'efficacité, mais aussi de la durabilité, il faut mettre plusieurs facteurs de résistance. Et ça, ce n'est possible de contrôler, de monitorer ça qu'avec des marqueurs moléculaires. Alors, une fois qu'on a réalisé un croisement, eh bien, on obtient des pépins et il faut les sélectionner parce qu'avoir de la résistance, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, de loin pas. Donc la sélection s'opère en 3 étapes. On a une étape de sélection précoce, donc on va faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la sélection assistée avec des marqueurs pour choisir les plantes qui ont les bons facteurs de résistance. Ensuite, cette étape va permettre de faire croître les plantes, produire du bois et donc créer des plants cette fois-ci qui vont être installés au vignoble dans un premier dispositif qu'on appelle sélection intermédiaire, où on va évaluer toutes les caractéristiques agronomiques et arriver même à faire des micro-vinifications qui vont permettre d'avoir une première idée de la qualité du vin et de la typicité du vin produit. Et enfin, on aura un deuxième niveau d'expérimentation au vignoble. Donc, j'insiste là-dessus, dans le cadre du programme Resdur, évidemment, donc c'était un programme coordonné par INRAE, mais on a eu évidemment un soutien très important de notre partenaire institutionnel IFV et de ses partenaires. Et donc, dans cette sélection finale, où on va avoir des parcelles d'expérimentation beaucoup plus importantes que dans les stades intermédiaires, eh bien, on va pouvoir choisir vraiment, parmi toutes ces variétés candidates, celles qu'on va inscrire au catalogue, c'est-à-dire commercialiser, diffuser.
Alors vous voyez, le processus est assez long, ça dure 15 ans au minimum, et il faut partir de 2000 plantules pour arriver, espérer avoir 1 à 2 variétés au bout de 15 ans. Alors, donc, le programme Resdur a débuté en 2000, on est en 2023. En 2018, on a eu une première vague qu'on appelle Resdurin de variétés, avec 2 variétés à raisin blanc, Floréal et Voltis, et 2 à raisin rouge. Alors, je vais les décrire très rapidement. Floréal, c'est une variété qui est très aromatique et qui donne des vins de type Sauvignon. Voltis donne des vins plutôt neutres, qui est apprécié par les gens qui font par exemple des vins effervescents. Et on a pour les rouges, Vidocq qui donne des vins charpentés, et Artaban qui donne des vins légers. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, ça donne des vins qui sont à 11 degrés, ce qui peut être intéressant. Alors, une deuxième série, Resdur 2, qu'on a inscrite en 2021. Donc, il y a 5 variétés. Et un certain nombre, je ne vais pas vous les décrire, hein, toutes ces variétés. Alors, simplement pour vous dire sur l'exemple des Resdur 2, que la généalogie est beaucoup plus complexe que les premiers hybrides que je vous ai présentés, puisqu'on a une origine de résistance américaine, mais également asiatique. Et ici, l'espèce Muscadinia rotondifolia, Vitis rotondifolia, qui est une espèce plutôt subtropicale, qui apporte également des facteurs de résistance extrêmement intéressants. Alors, chacune de ces variétés est décrite à partir des éléments qu'on a recueillis dans les expérimentations pour ses propriétés viticoles, hein, sa phénologie, sa vigueur, mais aussi œnologique, sachant qu'on a très peu d'informations, hein, puisque c'est quelques années d'expérimentation sur des parcelles relativement restreintes. Et simplement pour illustrer les faits, on a donc ici une parcelle d'Opalore, donc qui est une de nos dernières variétés, avec un traitement phytosanitaire, donc avec une réduction environ de 80% des intrants. Vous voyez bien le développement foliaire et même au niveau des fruits, comparé dans la même parcelle à du pinot blanc qui a eu une protection phytosanitaire tout à fait conventionnelle. C'était en 2021, il y a eu une attaque de mildiou terrible cette année-là en Alsace et peut-être à Bordeaux aussi. Voilà. Évidemment, ces variétés maintenant donnent des vins commerciaux, hein, produits avec beaucoup moins de fongicides que les variétés conventionnelles. Et donc, hormis cet impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine, bien, il y a des impacts économiques en termes de coûts de production, également des impacts sur les politiques publiques, puisqu'on a créé une nouvelle gamme de variétés qu'on appelle d'intérêt à des fins d'adaptation, qui permettent d'introduire maintenant ces variétés dans les encépagements AOP si les organismes de gestion le souhaitent. Et puis enfin, ça a également des impacts sociaux et territoriaux. Alors, la suite, c'est quoi? Eh bien, la suite, c'est que, comme la preuve du concept a été faite, eh bien, la plupart des interprofessions françaises se sont emparées de ce levier et développent actuellement leur propre programme de sélection qui vise à développer des variétés, cette fois-ci, à typicité régionale, avec vraiment des caractéristiques propres aux besoins de chacune des régions et il y a un programme développé à Bordeaux, donc avec le soutien d'INRAE et de l'IFV, bien sûr. Voilà. Alors, tout ça également pour dire que l'offre qui est actuellement disponible en France en termes de variétés résistantes ne se résume pas aux variétés INRAE. Il y a des variétés d'origine allemande, suisse ou italienne. Et puis, alors, je vois que l'heure avance, donc je vais accélérer. Pour l'avenir, eh bien, j'en ai rapidement parlé. Il y a un autre challenge important, je pense, pour la viticulture, c'est l'adaptation au changement climatique. Là, on a une représentation de l'évolution des dates de vendange. Ça se passe en Alsace, mais je pense que c'est un peu partout pareil en France, où qu'on observe qu'en 40 ans, la date des vendanges est avancée de presque 1 mois. Et donc ça a des conséquences, évidemment, en termes de température durant la phase de maturation. Et ça va impacter
la composition de la baie avec plus de sucre, moins d'acidité, des profils aromatiques différents et donc une potentielle perte de typicité, moins d'acidité, donc peut-être aussi altérer le potentiel de garde, etc. Donc, je pense qu'un des prochains enjeux importants, c'est cette adaptation au changement climatique. Et donc, pour résumer et finir, je dirais que pour le futur, les nouvelles variétés devront être résistantes aux principales maladies, non seulement mildiou et oïdium, mais peut-être d'autres aussi, black rot, les maladies virales, les maladies qui causent, les pathogènes qui causent ces maladies du bois, et adapter aux évolutions climatiques et bien sûr aller plus vers des variétés avec des typicités ciblées sur des besoins propres aux régions. Et que le matériel végétal ne fait pas tout, loin de là, et la génétique ne fait pas tout, ce n'est pas du tout mon message, et que ces variétés devront être évidemment associées à des méthodes, par exemple, alternatives de type biocontrôle pour lutter contre les maladies ou des modes de culture adaptés au changement climatique. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Didier pour cette conférence passionnante qui nous a fait voyager dans le temps et qui nous permet de voir, enfin, en tout cas du côté de la génétique, on voit en fait le potentiel énorme en fait des possibilités qui existent. Alors on va commencer les questions dans la salle. On se distribue ce petit bloc de mousse orange dans lequel il y a le micro. Et puis, en fait, on a également des questions en ligne. Juste, Alain. J'en ai une, en fait, qui est... Alain, oui. juste, je donne 2-3 consignes pour le micro. Oui. Parlez bien proche pour qu'on puisse vous entendre. Et ensuite, quand vous lancez le micro, n'hésitez pas à faire des sauts de puce si c'est à l'autre bout de la salle. Voilà. Et juste attention aux caméras qui sont là. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Comme ça, je donne le ballon et après, je laisse la parole à Alain. Personne? Alors moi, je commence avec une question en ligne. Je la livre telle qu'elle est. 15 ans, est-ce bien raisonnable par rapport à l'urgence actuelle? Ne peut-on pas réaliser des OGM? Alors voilà. Boum. Alors, donc il y a deux questions dans une. C'est la durée, 15 ans. Alors, je vais déjà répondre là-dessus. Alors, 15 ans, c'est long, mais ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de temps avant le lancement du programme INRA-RS-Dur, c'était plutôt 25 ou 30 ans. Donc là, évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a eu pas mal d'innovations qui ont été introduites dans ce programme qui ont permis de passer de 25-30 à 15. Alors, en termes de méthodologie, par rapport à ces innovations, il y a une suite, c'est une suite qui s'appelle sélection génomique, qui permettra, si on arrive à la mettre en place, à sauter toute une étape d'expérimentation au vignoble. Pas la dernière, mais la sélection intermédiaire. Donc on pourra passer de 15 à 15-6, c'est-à-dire 9. Alors, les OGM. Alors, tu ne te lances pas sur un nouvel exposé là, mais bon. Alors, je vais faire court. Pour moi, mon avis personnel, c'est qu'il y a un certain nombre d'impossibilités. Alors, la première, c'est une impossibilité par rapport à la demande sociétale. C'est-à-dire que mettre des équipes de recherche pour faire des vignes dont personne ne voudra, oui, c'est perdre son temps. Il faut bien être conscient de ça. Bon, mais la demande sociétale peut évoluer. Alors la deuxième, il y a d'autres impossibilités, c'est que pour faire un OGM, il faut introduire un gène ou modifier un gène. Mais pour ce faire, il faut connaître le gène à introduire ou à modifier. Là, tout ce que je vous ai présenté, en fait, pour tout ce qui concerne la résistance au mildiou et à l'oïdium, en réalité, on connaît les facteurs, c'est-à-dire qu'on sait grosso modo où ils sont sur le génome, mais précisément, on n'en connaît qu'un seul. Enfin, deux en réalité, un pour l'oïdium et un pour le mildiou. Et je peux vous dire que le travail, puisque j'y ai participé, qui a permis
d'aboutir à l'identification, il a duré en soi 13 ans. Donc, c'est pas simple parce que des OGM, il faut connaître. Alors, un autre point qui est, je me fais un peu long, mais qui est un peu caractéristique de la vigne, c'est que la vigne, c'est une plante à multiplication végétative. Et alors, le fait qu'elle soit à multiplication végétative, c'est-à-dire qu'on reproduit du bois à partir de bois, on le greffe si on veut le planter, eh bien, il y a eu toute une série des mutations qui s'accumulent. Et donc, quand vous prenez une variété, ce n'est pas forcément vrai pour toutes les variétés, mais pour quand même un grand nombre de variétés, eh bien, ces variétés ne sont pas constituées d'un seul génome, mais d'une juxtaposition de plusieurs génomes. Donc, dans le processus qui vise à créer des OGM, il est nécessaire de passer par un état indifférencié et on va transformer une cellule. Et donc, si on part d'une variété de vigne et que l'idée, c'est de reproduire la variété à l'identique en ayant ajouté un gène, dans beaucoup de cas, ça ne va pas marcher. Parce qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est différent, parce qu'on aura perdu cette structure génétique un peu complexe de la variété initiale. Voilà, donc ça fait pas mal de raisons. Et une dernière, juste, c'est que je vous ai dit, la résistance, ça ne marche sur la durée que si on met plusieurs gènes. Donc déjà, c'est difficile d'en avoir un. En avoir plusieurs, c'est encore plus compliqué, évidemment. Et puis, la voie classique, elle permet de jouer sur beaucoup de tableaux. C'est-à-dire qu'on peut améliorer la résistance, mais en même temps, l'adaptation au changement climatique. Et donc, vous voyez un peu le type de problème qui peut se poser. Très bien, merci Didier. Des questions dans la salle? Alors, j'arrive pas à voir où est le micro. Est-ce que quelqu'un a récupéré le micro? Oui, c'est moi qui l'ai. Allez-y, posez votre question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, c'était justement sur l'adaptation au changement climatique. Vous avez présenté les résistances ou tolérances aux fongicides, aux maladies fongiques, mais qu'en est-il de leur adaptation au changement climatique, au gel, à la reprise après à la grêle ou à la sécheresse? Alors, donc on doit reconnaître que on n'a pas voulu trop charger la barque dès le départ, c'est-à-dire que avoir des variétés qui étaient qualitatives et résistantes, c'était dans une première étape, c'était un objectif qui nous suffisait. Alors, effectivement, l'étape suivante, elles n'ont pas des caractéristiques particulières par rapport à tout ce que vous évoquez, c'est clair. Mais l'étape suivante, ça sera bien de les introduire, mais en revanche, pour les introduire, il faut mieux comprendre comment sont déterminés tous ces traits. Alors effectivement, il y a la tolérance ou la résistance au gel de printemps, mais en termes d'adaptation au changement climatique, on peut jouer sur la phénologie, sur la tolérance au stress hydrique, sur la stabilité des composantes de la composition de la baie, pardon. Donc il y a énormément de traits sur lesquels on peut intervenir et qui sont, à ma connaissance, à l'étude dans différents labos. Par exemple, je pense qu'à Bordeaux, vous avez d'excellents spécialistes dans ce domaine et en particulier pour tout ce qui concerne sécheresse. Voilà, mais c'est en devenir. Très bien. Alors j'ai une question en ligne qui est aussi un commentaire. Alors François Bacot n'a pas été cité ce soir, qui était un hybrideur aussi important. Bon, on a bien compris que tu as fait une sélection, évidemment. Et il existe au moins le Bacot blanc en Armagnac qui reste un hybride planté en AOC. Oui, voilà. Tout à fait, voilà. C'est vrai. Voilà, donc ça, c'était plus un commentaire qu'une question. Voilà, là-haut, oui, allez-y. Merci. Alors, moi, je suis italien et j'ai étudié à une école à Trente où il y a un gros centre de recherche sur les cépages résistants. Et le problème qu'on a trouvé, c'est que normalement, le niveau de l'évent de ce cépage, c'est pas le niveau des cépages classiques, on dit. Et après, les difficultés à faire entrer ces cépages dans les appellations. Oui. Et donc, si vous avez des solutions pour ces problèmes. Merci. Alors, pour ce qui est du niveau
vous parlez du niveau qualitatif des vins. Bon, donc je suis passé très très rapidement, mais toutes les expérimentations sont menées avec, donc qui visent à l'inscription de ces variétés, sont menées avec des références. Donc les parcelles sont implantées dans différentes régions. Donc selon les régions, on va avoir des références locales. Si par exemple on sélectionne un vin rouge et qu'on l'implante à Bordeaux, on va mettre du Merlot, voilà, ou du Gamay dans le Beaujolais, etc. Donc à la fin, les variétés sont toujours comparées à ces références. Et si elles passent le niveau qui nous permet de les inscrire, c'est bien que dans ce type d'expérimentation, elles ont un niveau équivalent. Alors après, le devenir des variétés, mais ce n'est pas vrai que pour la vigne, c'est dans les mains des utilisateurs. C'est-à-dire que, d'une part, elles peuvent convenir ou ne pas convenir. Hein, si vous prenez, je ne sais pas combien actuellement on produit de variétés de maïs tous les ans, mais il n'y en a que quelques-unes qui sont cultivées en réalité. Donc, il y a une espèce de... On a du déchet, c'est sûr. Mais surtout, un autre élément, c'est que autant les variétés conventionnelles, on les connaît depuis des siècles pour certaines, et donc on a un recul sur la manière de les cultiver et les utiliser en terminologique, autant sur ces nouvelles variétés, on n'a aucun recul, c'est des bébés. Donc je pense que ce n'est pas que les caractéristiques intrinsèques qui jouent, c'est aussi la manière de les utiliser qui n'est pas encore, on manque de références. Alors sur le plan plus réglementaire, donc dans le cadre de la nouvelle PAC, il y a eu une évolution sensible puisque ces variétés maintenant peuvent être cultivées, et en particulier en France, on peut les cultiver à hauteur de 5% pour un propriétaire dans son encépagement et jusqu'à 10% dans le vin. Mais pour cela, il faut que l'organisme de gestion de l'appellation accepte. Alors, j'ai un exemple à vous donner. Il y en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est que la variété Voltis a été introduite en Champagne. Donc, voilà. Alors, on imagine aussi en fait que tout ça, en fait, l'envie de planter ou le désir de planter ces nouvelles variétés, c'est aussi un équilibre entre la pression sociétale, j'imagine, et le souci, au contraire, de rester sur des variétés traditionnelles aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense, moi je vais faire une réponse de Béotien parce que je suis ni sociologue ni économiste comportemental, mais je pense que, évidemment, on pense à ça. Oui, je suis d'accord. Une autre question? Oui, voilà, le micro passe, voilà. Je voudrais poser une petite question sur le Regent. Vous avez parlé de lui comme un matériel pour le croissement génétique, mais si on permet de le cultiver comme une cépage résistante normale, comme Cabernet Curtius, etc., ou c'est pas, n'est pas encore... Le Regent. Le Regent, oui. Alors, le Regent, alors, je sais que c'est le cépage qui est le plus diffusé en Allemagne. Je ne sais pas exactement... Voilà. Alors, en France, en revanche, le Julius Kühn Institut, qui est l'obtenteur du Regent, n'a pas fait de demande de classement. Donc, personne n'a souhaité... Enfin, il me semble que personne ne souhaite le cultiver en France. Donc le classement, c'est une opération qui permet de cultiver une variété. Hein, en revanche, il y a d'autres variétés allemandes qui ont été créées, peut-être au Weinbau Institut, qui par exemple, le Sauvigné gris que l'on peut cultiver. Mais le Regent, voilà, il n'est pas... Enfin, il y a comment dire, le classement n'a pas été demandé, donc on ne peut pas le cultiver normalement. Alors j'ai une autre question en ligne. Alors il y a une demande du micro là en bas. Pendant que le micro arrive, une question en ligne. Voilà. Alors la question est la suivante. Pour lutter contre les contournements, en fait, et d'ailleurs ton expérimentation le montrait,
ne doit-on pas traiter ne serait-ce qu'une fois ou deux fois dans l'année? Alors, ce qui veut dire en fait que voilà, ce n'est pas des variétés sans traitement. On maintient une certaine pression en fait avec un fongicide, quoi. C'est ça, exactement, hein. C'est pour ça que j'ai jamais parlé de réduction à 100% des fongicides, hein. Je parle bien de variétés qu'on peut cultiver en gros avec une réduction de 80, peut-être dans certains cas plus, mais il faut toujours... alors, effectivement, il y a trois leviers pour que la résistance soit durable. Il y a la construction génétique, hein, plusieurs gènes. Il y a la prophylaxie, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, traiter. Et puis également l'épidémiosurveillance, c'est-à-dire faire attention, enfin signaler s'il y a des cas de contournement. Voilà. Alors une question ici, oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez beaucoup parlé donc de la résistance à l'oïdium et au mildiou, mais qu'est-ce qu'il en est de la résistance au phylloxéra? Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé ou qui serait envisageable? Alors, donc la résistance au phylloxéra, c'est un sujet qui est étudié, hein, d'ailleurs par des collègues de Bordeaux et d'autres aussi en Allemagne. Donc, il y a plusieurs sources de résistance au phylloxéra. Je pense que pour l'instant, ce qui est envisagé, c'est de continuer à créer de nouveaux porte-greffes qui seraient peut-être plus résistants au phylloxéra. Mais, alors, puisque vous me posez la question, moi, ce que je pense, c'est que un jour, enfin, ça me paraît tout à fait envisageable, même si c'est un peu difficile, de revenir à l'idée d'hybride producteur direct, c'est-à-dire de faire des variétés qui soient à la fois résistantes sur les parties aériennes, aux pathogènes aériens, mais également résistantes au phylloxéra sur leur partie racinaire. Il y a des travaux assez récents qui montrent qu'il existe dans les ressources génétiques des résistances également à des virus, le virus du Cournoé notamment, et même au vecteur du virus, le nématode vecteur. Donc on peut, en tout cas, imaginer, construire une plante qui va revenir à la vigne telle qu'on l'a cultivée avant la crise phylloxérique, c'est-à-dire sans greffage. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Tout en haut, oui. Alors, il faut faire remonter le cube orange, voilà. Oui, bonsoir. Bon, je sais que ce n'était pas l'objet de la conférence ce soir, mais vous avez parlé de porte-greffe. Ça devient un problème central, je trouve, auprès des viticulteurs. Il y a de plus en plus de questions sur le rôle essentiel du porte-greffe. Et on est en train de connaître un virage un peu à 90 là, sur les choix de porte-greffe avec... Où le terroir en fait ne sert plus de tampon, notamment sur la résistance à la sécheresse, et on voit apparaître des porte-greffes du sud à Bordeaux qui viennent un petit peu remplacer des 114 ou des 3309 qui ont été plantés généreusement, et on voit des parcelles défoliées de plus en plus. Donc je voulais savoir un petit peu où en était la recherche sur les porte-greffes, et un petit peu l'importance pour vous du porte-greffe sur la résistance, voilà, des différents cépages qui vont bientôt être plantés, notamment les cépages résistants, notamment à la sécheresse. Voilà. Vous parlez de la résistance à quoi? Résistance au stress hydrique, notamment. D'accord. Bon, enfin, je pense que... moi, alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des porte-greffes, mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur la résistance et la tolérance à la sécheresse, que c'est un sujet qui est difficile parce que c'est un trait qui est extrêmement complexe. Donc, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la recherche avance, mais quant à vous dire quand est-ce qu'il y aura de nouveaux porte-greffes, ça, j'en suis strictement incapable. Très bien. Peut-être une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête là, tout à fait devant, donc faut envisager de le faire descendre, peut-être passer par le côté. Hop, bravo.
Eric, pour la dernière question, éventuellement. Oui, alors je m'exprime en tant que chercheur INRAE, ton collègue donc. Et à l'INRAE, on nous demande de travailler aujourd'hui massivement sur le développement du bio de façon importante. C'est-à-dire qu'on voudrait que le bio se développe de façon massive. Et la question que je pose, c'est est-ce que ça ne serait pas la solution du bio, ça ne serait pas pour la vigne, les cépages résistants? Je pense que... Vous serez d'accord avec cette hypothèse? Je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, d'ailleurs pas que la vigne, la résistance aux pathogènes, ça facilite beaucoup la mise en place d'une stratégie bio, oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec ça. Il peut y avoir des incompatibilités philosophiques. Oui, je sais bien, mais je pense que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est un équilibre, ouais. à trouver. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Didier. Je crois qu'on peut applaudir à nouveau notre conférencier. Merci beaucoup. Très bien.